Euh, il est professeur adjoint à l'Université du Québec à Trois-Rivières et ses centres d'intérêt en recherche sont les architectures cognitives et leur intégration avec les algorithmes d'apprentissage profond et flou, paraît-il. Donc, ce sera les algorithmes de deep learning flou causaux. Et avec ça, je suis très content. Où es-tu physiquement, Youssef? Maintenant, je suis dans l'appart à Montréal. Tu aurais pu venir ici, mais c'est peut-être plus facile comme ça. Ah ouais, la prochaine fois, je vais vous le dire. Oui, ce serait beaucoup plus mieux OK. ouais, Alors, tu es devant le volant maintenant. parfait. Euh, Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de faire une présentation pour Dick parce que j'étais étudiant là-bas, comme vous l'avez entendu. Euh, c'est un grand plaisir de revenir discuter ça. Euh, Ce travail, c'est vraiment ce que le début de cette discussion, c'est que ce travail, c'est vraiment, ça a commencé avec une grande aide de Serge qui est là. Euh, je lui dois beaucoup de tout ce que vous allez voir parce que j'ai commencé, j'avais l'idée, mais il y avait beaucoup de discussions. On a même fait une publication. Donc, je commence par avec en fait, mon postdoc et mon étudiant musical Ontario. Donc, pour aujourd'hui, je vais très brièvement parler de l'échelle causalité qui a été définie par Monsieur Pearl, si vous le connaissiez. Par la suite, encore très brièvement, je vais discuter des théories de probabilité et logique floue. Et je vais vous expliquer c'est quoi le problème lorsqu'on utilise la probabilité et le logique floue en même temps. Et par la suite, je vais vous expliquer notre théorie de causalité floue. OK? Et bon, pour les gens qui sont plus intéressés en mathématiques, la partie mathématique de la causalité dans notre modèle, je vais expliquer aussi encore très très brièvement comment on a utilisé la théorie de mesure dans le contexte de notre théorie probabiliste floue. Et aussi, mais j'ai pas parlé aussi, si vous êtes plus intéressé, il y a aussi dans notre publication on a poussé beaucoup plus que ce que je vais expliquer ici. Et finalement, je vais expliquer comment on a intégré les règles floues dans les algorithmes d'apprentissage machine comme Big Bird, Deep Learning de Big Bird pour trouver la cause ou les causes. Et je vais vous expliquer finalement, je vais vous expliquer brièvement trois projets dans lesquels ils sont différents domaines et on va voir vraiment avec la logique, il est possible d'amener Deep Learning vers le raisonnement. OK. Euh, OK. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur la définition de causalité. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la définition de M. Pearl, Judah Pearl, qui est très reconnu dans le domaine. Euh, Parce que lui, il explique dans inférence causale, les chercheurs, ils sont intéressés à trouver la relation entre deux événements observables. OK? M. Pearl, il définit euh, les échelles de causalité en trois étapes. Première, il définit association, l'intervention et contre-factuel. Donc, pour l'association, euh, c'est comme la probabilité de Y sachant X. On est en train de voir quelque chose. OK? L'exemple que je peux donner, c'est comment les variables sont-elles liées dans les données. Par la suite, l'intervention, c'est une étape euh, plus développée dans laquelle on intervient. Donc, comme vous voyez ici, on va le voir, 2x. On n'a pas x ici, on a 2x. Donc, comment puis-je faire que y se réalise ici? Un exemple dans la vraie vie, c'est si je prends l'aspirine, mon mal de tête sera-t-il guéri? OK? Donc, on est en train d'intervenir. Et par la suite, la dernière tâche, en fait, échelle qu'on devine ici, c'est l'imagination ou rétrospection ou compréhension.
Donc, c'est comme la probabilité de Y. Vous voyez ici, X et Y devient prime. L'exemple, si j'agis différemment, X aurait-il encore lieu? Je l'amène dans cet exemple pour vous montrer une partie que je vais discuter. Je ne vais pas, parce que dans une publication avec Serge, on a discuté les règles d'association et tout ça. Mais ici, je vais aller un peu plus dans l'intervention. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle variable confondant dans la causalité. Très brièvement, ce qu'on appelle cette variable, il influence plus qu'un nom en même temps. C'est comme on le voit ici. Dans celui-là, vous voyez, il y a deux flèches, des frites. Si on regarde, les gens qui mangent des ketchup, ils deviennent obèses. Mais la variable confondante, ça peut être ici euh, des frites que les gens mangent avec le ketchup et cela qui fait qu'en même temps, ils rentrent pour manger le ketchup et en même temps, il influence la personne de devenir obèse. Bah, je sais que vous êtes en train de dire il va y avoir d'autres raisons aussi parce que les frites sont faites dans l'huile. Comme j'ai dit, je ne veux pas rentrer trop en détail, mais je suis d'accord avec vous. Donc oui, il y en a d'autres choses. Donc, nous, ce qu'on a, en fait, l'idée principale que je voulais toujours, c'est que oui, Monsieur Perry, il est venu avec une idée en disant, dans dans cette situation, donc, lorsque nous avons un confondant, ce qu'on fait, on coupe cette flèche, OK? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on appelle ça doux, c'est-à-dire lorsqu'on enlève. Ce qu'on fait ici, dès qu'on a supprimé cette flèche entre X et A, on va mettre une valeur fixe pour A. D'accord? Et si je mets une valeur fixe, je peux, à l'aide de probabilité, de théorie de probabilité, je peux calculer ça. C'est-à-dire cette formule, OK, ça devient quelque chose comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai X, c'est-à-dire la probabilité de X, et la probabilité de Y, sachant A, ça devient une valeur fixe, c'est-à-dire A0 et X. OK? En regardant ça, connaître un tout petit peu de logique floue, j'ai pensé à cette idée. Euh, Est-ce qu'on peut aller à utiliser le logic flux? Parce que le logic flux, il est plus, si nous avons les données observables, on pourrait faire la même chose, mais beaucoup plus précise de ce que M. Pearl il vient d'expliquer. OK? Donc, très rapidement, en théorie de probabilité, les événements se produisent ou ne se produisent pas. OK? D'habitude, les événements, ils ont une valeur entre 0 et 1, qui signifie que les événements se produisent avec une probabilité de 1, signifie l'événement avec 0, il ne se produit pas, avec 1, ça produit. Dans la logique floue, ce qu'on fait, on a un concept de vérité partielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que un événement, ça peut être en partie vrai et en même temps, ça peut être faux. OK? Cela nous permet d'avoir une incertitude lorsqu'on est en train euh, euh, faire le processus des événements. Par exemple, ici, si on regarde x a une valeur entre 0 et 1, OK? Et ici, entre 0 et 10. Bah, je peux vous donner un exemple plus simple à mieux digérer ça. Donc, imaginons que nous avons un produit dans une usine et on catégorie euh, les produits entre 0 et 10. C'est-à-dire, si le produit est 0, c'est mauvais, il faut le jeter ou en tout cas faire le recyclage. Et le 10, c'est la meilleure. Donc ici, vous voyez qu'en tant que l'être humain, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ben, le produit, il peut avoir une valeur low, c'est-à-dire la qualité de produit, il peut avoir une valeur low en tant que l'humain, medium ou high, n'est-ce pas? Donc ça, c'est notre langage. Mais la machine, il ne comprend pas ça. C'est-à-dire qu'il comprend les valeurs entre 0 et 1, n'est-ce pas? Donc, dans la théorie de flou, ce qu'on fait, on dit, bon, si on parle de, par exemple, high, ici, vous voyez, imaginez-vous, il y a un produit qui sort et on lui accorde une valeur de 8. Donc, s'il est 8, si je commence à faire une projection, vous voyez qu'il y a deux valeurs ici, n'est-ce pas? Il y a une valeur avec, par exemple, 0,3. OK? On va dire qu'avec 0,3, cet produit, vous voyez, ça c'est le medium, c'est la ligne medium. Cet produit, il a une valeur de 0,3 dans la catégorie medium et une valeur de high, par exemple 0,9.
ou 0,8 quelque chose de high. Donc, une chose, ça peut être c'est ça que je vous ai dit, une partie vraie, une partie faux. Donc, il peut être dans les deux catégories, une partie dans medium et une partie dans high. Et toujours, les valeurs sont entre 0 et 1. OK? Euh, donc, on l'amène dans le contexte de do, ce que M. Pearl il vient de définir. Donc, comme vous le voyez ici, lorsqu'on on fait ça, à la place de couper ça, ce qu'on fait, on va regarder les valeurs de low, medium, high. OK? Donc, j'aime beaucoup cet exemple de Serge qui dit beaucoup de B affectent peu de A, n'est-ce pas? Beaucoup de B affectent peu de A. Donc ici, nous pouvons utiliser par exemple une règle floue, minimum de 1 et 1 moins A, OK? Pour ces valeurs qu'on appelle l'appartenance, le membership function, ou euh, l'appartenance. OK? Donc, comme ça, nous, on a montré que dans des publications, oui, il est possible d'obtenir un meilleur résultat de ce que les gens qui suivent M. Pearl ou d'autres gens qui travaillent dans ce domaine. OK? Donc, dans la logique flow, il y a diverses façons de falsification. OK? C'est comme triangular norm ou T-norm. Le deuxième, c'est pour et, OK, dans la logique. Et triangular conorm, c'est T-conorm ou. OK? Il faut se souvenir en utilisant ces T-normes et T-conormes, où on peut obtenir différentes interprétations floues. OK? Donc, par exemple, ici, nous avons pour E, pour T-norm, on peut dire la minimum de 1 moins A et B. OK? Ou d'autres formules, OK, min, max. On les a tous utilisés avec le deep learning, on va le voir. OK? Et par la suite, Tikhonov, c'est-à-dire, bon, un des exemples, ça peut être Reichenbach. Donc, 1 moins A plus A et B. Donc, lorsque je parle de A et B, je suis vraiment en train de, je pourrais juste considérer comme les frites et le ketchup. OK? C'est vraiment exactement, c'est ça qu'on a implémenté et on a trouvé le résultat. Donc, A et B, c'est vraiment les deux événements dans la causalité. OK. Maintenant, est-ce qu'on peut mélanger les deux? C'est-à-dire, on a la théorie probabiliste et on a la logique floue. Est-ce qu'il est possible de le mettre ensemble? Je l'explique avec un exemple. J'espère que ce sera clair pour tout le monde. Donc, dans la logique floue, ok, dans cet exemple des frites, la quantité de ketchup est élevée avec une valeur d'appartenance de 0,8. OK? Maintenant, si on voudrait l'amener dans le contexte de logique flux probabiliste, on peut dire il y a 60% de chances que la quantité de ketchup ait une valeur d'appartenance élevée de 0,8. Vous voyez? Donc, on a ajouté ce pourcentage qu'on utilise dans la probabilité. OK? Donc, de cette façon, la quantité de ketchup n'est pas seulement élevée dans une certaine mesure, mais il existe également une certaine probabilité associée à cette information. Maintenant, il y a beaucoup de discussions. Je vais vous donner ici un exemple dans lequel il y a un échec d'axiome Kolmogorov, de formule de probabilité totale. OK? Donc, lorsqu'on utilise, donc ici, ce que nous avons, soit x et y, deux variables aléatoires de Bernoulli, avec des chances de succès 0,6, 0,7 respectivement. Ensuite, si je voudrais calculer la probabilité de x égale à 1, y égale à 1, on peut dire, bon, nous on le sait dans la théorie probabiliste, on sait qu'on peut écrire probabilité de x égale à 1, y égale à 1 divisé par probabilité de y égale à 1. Maintenant, si on ajoute les règles floues dont je viens de discuter très rapidement et très brièvement, on peut dire, on peut prendre le minimum de ces deux-là, ok, probabilité de x égale à 1, y égale à 1, divisé par probabilité de y égale à 1. Donc ça nous donne cette valeur comme ça. Parce que x et y, ce sont deux valeurs aléatoires Bernoulli, donc on a quatre situations. Et vous voyez que pour chaque situation, on pourrait appliquer les règles minimum, par exemple, et voilà les valeurs qu'on obtient. Maintenant, lorsqu'on y va avec la théorie de probabilité, c'est-à-dire lorsqu'on va écrire la probabilité de x, sachant y égale à 1 et x égale à 0, y égale à 1, lorsqu'on fait l'addition, vous voyez que la valeur est plus grande que 1. Ça devient plus grand que 1. Et ici aussi, la même chose. Lorsqu'on met ces deux,
nous obtenons 2 qui est plus qu'un. Donc, ça, c'est une contradiction. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? OK? Je commence par ZD. OK? Disons la question 1, soit X est un ensemble entre 0 et 10, quelle est la probabilité de sélectionner au hasard un élément de X comme high? OK? Donc ici, on peut avoir une somme de pondération entre 0 et 10, probabilité de X égale à X, multiplié par cette poids. Ça, c'est comme un poids, donc le degré d'appartenance de X à high. OK? Disons, nous avons cette formule. OK? Donc, le degré d'appartenance, la fonction de degré d'appartenance, c'est une formule simple, comme vous le voyez ici, les valeurs entre 0 et 10. Et en Y, nous avons les valeurs floues entre 0 et 1. OK? Donc, la probabilité, euh, disons que les valeurs sont entre 0 et 10. Qu'est-ce qu'on a? La probabilité de x égale à x petite, c'est égal à 1 divisé par 11. Et maintenant, la formule entre 5 et 10, ça va être celui-là. Et entre 0 et 5, c'est 0. OK? Donc, si on voudrait calculer la probabilité de high, c'est-à-dire x égale à x, ça va être la pondération, la somme de pondération de x 1 divisé par 11 multiplié par cette formule, qui nous donnera 3 divisé par 11. OK? Maintenant, rappelons-nous, nous avons toujours la même formule. OK? J'ajoute, donc ici, qu'est-ce qu'on a discuté? On a discuté quelle est la probabilité de sélectionner au hasard un élément de x comme high. J'ajoute quelque chose de plus ici. Quelle est la probabilité de sélectionner au hasard un élément de x égal à 8 cette fois? Donc, on devient plus précise. Comme high. Donc, vous voyez, euh, la première réponse qu'on peut donner à cette question, c'est que je calcule la valeur d'appartenance de x égale à 8. Donc, ça va être 0,2 multiplié par 8. OK? Ça va être 0,6. OK? Maintenant, on sait qu'on peut, on peut calculer les valeurs d'appartenance floue entre 0 et 10, comme ça, qui nous donne 3. Vous voyez, c'est plus qu'un. Ce qu'on peut faire, dans une deuxième réponse, on divise cette réponse par la somme pondération ici, 3. OK? Ce qui nous donne 0,2, c'est-à-dire ça, c'est pas plus grand que 1. Donc, notre problème est résolu. OK? Mais le problème avec cette solution, c'est que dans la causalité, dans l'inférence causale, on sait qu'il y a des événements qui peuvent être fréquents et il y a des événements qui peuvent être rares. C'est comme dans le cancer. Il y a des événements que nous avons rares, mais dans les choses fréquentes, il y a des variables qui peuvent avoir beaucoup de fréquences dans l'observation, dans les données d'observation. Donc, cette formule, il ne considère pas ça. Et c'est pas vraiment fait pour adresser la causalité. Donc, ce qu'on va discuter, c'est que dans la troisième réponse, euh, nous avons utilisé cette formule, c'est-à-dire que la probabilité de x égale à 8 multipliée par cette poids, qui nous donne 6 divisé par 110. Donc, dans cette troisième formule, la probabilité apparaît, ok? Mais la somme des probabilités n'est pas égale à 1. Ok? C'est toujours 3 divisé par, c'est pas égal à 1. Donc, dans la quatrième réponse qu'on a fait, qui a donné un bon résultat. Et vraiment, on peut utiliser la théorie probabiliste et floue en même temps. Donc, ce qu'on a fait, la probabilité de x égale à 8, multiplié par le degré d'appartenance de 8, divisé par la somme de pondération de probabilité de x égale à x petite, multiplié par euh, euh, le degré d'appartenance de x à high. Donc, si on calcule les valeurs, vous allez voir que la valeur est inférieure à 1. Donc, bon, cette discussion, je vous ai mis euh, la référence, vous pouvez le regarder. Donc, avec cette façon, nous avons résolu le problème de logique probabiliste floue. Ok? La valeur qui devient plus que 1 dans d'autres théories comme celle de Zadeh. Maintenant, on va à quelque chose un peu plus poussé. Donc, dans la troisième question, encore la même l'ensemble des valeurs entre 0 et 10. Considérons l'expérience aléatoire de sélectionner un élément de x comme high, premièrement, et ou de rien sélectionner. Alors, quelle est la probabilité d'observer x égale à 8? OK? Donc, c'est ici qu'on a commencé à discuter plus, on rentre un peu plus dans le raisonnement causalité, mais on va voir dans notre théorie
Ce qu'on a suggéré, c'est vraiment d'abord aller faire deux expériences. OK? Dans la première, on sélectionne aléatoirement le x égale x petit, donc la probabilité x égale x petit. OK? Dans une deuxième qui est basée sur la première, OK, on fait une nouvelle sélection aléatoire encore, donc les deux sont aléatoires. X égale x0 sélectionné dans l'étape 1 avec les résultats suivants. OK? Donc, dans les résultats suivants, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Soit x0 est sélectionné comme A, OK? Il est soit petit, moyen ou grand, OK? Soit rien n'est sélectionné comme A, parce qu'on a fait deux étapes, n'est-ce pas? Donc, on a deux parties. Donc, on doit vraiment mathématiquement, il faut qu'on le règle. Encore, je ne rentre pas vraiment dans les détails, mais je vais essayer d'être un peu plus général de comment on a résolu ce problème. Et donc, pour ce faire, nous avons associé une variable ici de xa, OK, à la deuxième étape de cette expérience, parce que nous soit une sélection A, soit rien n'est sélectionné. Donc, la probabilité de xi de xa égale à x0 est égale à la probabilité de x égale à x0 multiplié par la probabilité de x soit sélectionné dans la deuxième comme A. Et pour le rien, nous avons juste un. OK, OK. Une chose importante, le rien que vous voyez ici, on le présente comme XA. OK, ça c'est très important parce que un peu plus tard dans la formule, ça peut être mêlant. Donc, XA, on le considère comme rien. Donc, le quasi de XA égale à rien, c'est égal à 1 moins celui-là, n'est-ce pas? Donc, comme la probabilité la théorie de probabilité. Donc, dans notre théorie, ce qu'on fait, tout d'abord, ça c'est notre formule, je vais étape par étape. YT ici, ça représente le résultat potentiel. OK. Dans la deuxième partie, nous avons la probabilité de si de t égale a égale t petite. Ça, c'était ça. La première, quand on choisit le t égale t petit. Et deuxième, c'était quoi? La probabilité de x, ça soit sélectionné comme a ou pas. OK? Et c'est ici quand vous voyez, je reviens un peu plus tard. Donc, pour intégrer le concept flou à notre équation, nous utilisons une pondération. Ça, c'est notre pondération. Cela aidera notre formule à faire la distinction entre les valeurs high et low. OK? Par la suite, ça, on le voit, ça, c'est la somme pondération pondérée de probabilité de t égale t petit, multiplié par p de t appartient à une catégorie floue. OK? Et la dernière, donc, ça, TA, dans cette partie de formule, nous ne voulons pas sélectionner rien, c'est-à-dire le TA. OK? Ce qui est égal à 1, soustraire par la sommation, la somme pondérée de solide. OK? Donc, finalement, la division permet d'obtenir une moyenne pondérée pour vous. OK? Donc, pour les gens qui connaissent Average Treatment Effect dans le contexte de causalité, on a créé une Fuzzy Average Treatment Effect. Donc, on a rendu vraiment ce concept à un concept flou. OK? Donc, comme vous le voyez ici, nous avons par exemple FATE de high et low, FATE de medium et low, ce serait la valeur d'espérance, de par exemple medium, soustraire par la valeur d'espérance de medium et low. OK? Et finalement, vous voyez que par exemple pour high et low, on peut juste faire l'addition de medium et low plus high et medium. OK? Plutôt, on peut présenter notre fuzzy average treatment effect de high et low comme ça. Donc, avec cette formule, donc la valeur d'espérance de Y, sachant que si de T est high, qui n'est pas égal à T high. Donc, rappelons-nous, T high, c'était quoi? T high, c'est vraiment XA, donc je vous ai dit le rien. OK, c'est toujours ça, le rien. 1 moins la probabilité de celui-là. OK? Donc, ça, j'espère que c'est clair. Soustraire par la valeur d'espérance de Y pour l'eau. OK, high et low. Encore ici, c'est quoi? Ça, c'est la valeur qu'on ne voudrait pas que ça soit aussi. 1 moins celui-là. OK, donc je reviens sur la question 3. Donc, considérons l'expérience aléatoire de sélectionner un élément de X comme high ou de ne rien sélectionner. Alors, quelle est la probabilité d'observer X égale à 8? Donc, nous avons notre variable de xi de X est high et nous avons deux étapes.
premièrement, on va dire, on calcule la sélection de la valeur de probabilité de x égale à A. C'est une sélection aléatoire. Deuxièmement, on va voir si cet XA sélectionné euh, comme high ou rien. D'accord? Donc, ici, si on regarde, la probabilité de que si de x high égale à 8, c'est vraiment cette partie de notre formule. OK? Et si nous supposons que la probabilité de 8 et high est égale à 0,6, si on le met dans la formule, ça va nous donner 6 divisé par 110. On est toujours inférieur à 1. Maintenant, quelles sont les valeurs possibles de si de x est high? Donc, nous, jusqu'à maintenant, on a vu jusqu'à de 0 à 10. Dans notre formule, il y a un rien qui apparaît, n'est-ce pas? Donc, on représente rien par x de high. Si on représente celui-là comme ça, on peut choisir qu'un élément de x dont la probabilité de sélectionner comme high est de 0. OK? Donc, ainsi, dans cet exemple, nous pouvons fixer x de high égale à 0 et par conséquent, nous traitons 0 et rien comme étant identique et on le remplace par 0. OK? Donc, revenons sur notre formule dont je viens vous expliquer. Pour la probabilité de xi de x high égale à 0, on peut avoir 1 moins la somme pondérée de x égale à high égale à 1 moins celui. Encore, c'est inférieur à 1. OK. Maintenant, tout ce que je viens de vous discuter, c'est pour les distributions. Ça fonctionne très bien dans la distribution euh, allez, binaire. OK? Euh, Quelqu'un pourrait dire, ben oui, tout est beau et bien, mais dans la vraie vie, nous avons les données, il y a des données binaires, il y a des données, euh, c'est-à-dire les distributions, ça peut être binaire, continu, un mélange de continus. Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, Nous, on voudrait vraiment avoir une formule qui fonctionne pour tout. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher la théorie de la mesure. OK? Donc, dans la mesure, contrairement à d'autres méthodes théoriques que vous connaissez bien, j'imagine, qui peuvent traiter les distributions des discrètes ou continues. Ou d'habitude, les gens disent, oui, pour discrète, c'est la même chose. Pour discrète, c'est comme ça. Et la continue, ça ressemble. Mais on est allé vraiment chercher, et vraiment, il y a beaucoup de problèmes là-dedans, lorsqu'on voudrait utiliser les formules. Donc, dans cette théorie, en utilisant la théorie de mesure, nous permet d'utiliser différents types de distributions en même temps. OK? Donc, si la distribution est discrète, l'intégrale en théorie de la mesure devient un segment similaire au discret. Euh, donc, on revient sur nos deux étapes. Et si quelqu'un qui pose la question, c'est quoi la probabilité ici de xa égale à alpha, sachant x égale à x0? OK? Selon ce qu'on vient de discuter, on peut le réécrire comme probabilité de ici de xa égale à alpha. C'est-à-dire que si on choisit la valeur de x0, c'est sûr que x0 appartient à A, qui est par exemple, ça peut être high, medium ou low, selon ce qu'on choisit. Donc, c'est vraiment la probabilité, ça peut réécrire, on peut le réécrire comme ça. Donc, dans la théorie de la mesure, selon la loi de probabilité totale, calculer l'appartenance la valeur de probabilité de l'appartenance de xi de x à un événement E. On peut écrire la formule comme ça, l'intégrale. OK, rappelez-vous ici, donc on peut réécrire cette formule d'intégrale x de xi de a appartient à cet événement, sachant x égale à x, comme ça. OK, donc c'est comme x devient, celui-là, si je peux le dire, devient indépendant de ces deux-là. Maintenant, cet algorithme, on peut le réécrire comme ça pour les événements dans E et le complément de E. OK? Maintenant, si XA, rappelons-nous le rien appartient à cet événement, pour calculer la probabilité de xi de x petit a qui appartient à E, nous avons le x, c'est-à-dire cette xi égale à x petite, plus de rien, OK, la probabilité de rien. Et les deux, il faut que ça soit égal à 1, n'est-ce pas? Donc, vu que le maximum est égal à 1, donc on peut réécrire cet algorithme comme ça. Donc, lorsque rien appartient à E. Maintenant, pour la deuxième partie qu'on doit faire, c'est pour le complément.
OK? Dans le complément, le x, il n'est pas là. Donc, on doit calculer la probabilité de xi de xa égale à xa ou rien. Donc, on sait que selon ce qu'on vient de discuter, cette intégrale, ça pourrait écrire à 1 moins la probabilité de x appartient à A. Pourquoi on a divisé comme ça? Parce que, rappelons-nous, de xa, il peut appartenir à O, il peut ne pas appartenir à O. N'est-ce pas? La même chose pour x. OK? Donc, c'est pour ça que l'algorithme, l'intégrale est cassée comme ça. C'est-à-dire, on a quatre situations. Et maintenant, si rien appartient pas à O, donc ici, on a calculé l'appartenance, ici, non-appartenance. D'accord? Donc, euh, pour cette intégrale, ok, lorsque xa appartient pas à E, on peut juste écrire le xi de xa est égal à x. Ok, vu que lui, il n'est pas dans E, et on peut écrire l'intégrale comme ça. Et si xa appartient pas à E, dans le complément aussi, vu que x n'est pas là, et xa aussi, il appartient pas à eux, donc l'algorithme, ça va devenir 0. Donc, on peut réécrire cet algorithme, c'est la probabilité de euh, xa appartient à cet événement E de cette façon, ce qui est similaire à ce qu'on vient de voir ici. OK? C'est pour ça que je vous ai dit, dans cette formule, si j'en peux dire, dans ce travail mathématique, ce que nous, on a essayé de faire vraiment, traiter différents types de distributions avec le même concept de base de mathématiques. Maintenant, les- la logique est très forte dans le raisonnement, comme on le sait très bien. Mais on ne peut pas faire l'apprentissage dans la logique. Mais avec les deep learning, on peut très très bien apprendre. OK? Ils ont des possibilités d'apprendre des millions ou des milliards de paramètres. OK. Est-ce qu'on pourrait mettre les deux ensemble? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut intégrer les règles floues ou la théorie dont je viens vous expliquer dans les algorithmes deep learning? OK? Pour que ces algorithmes, ils ont la possibilité de... Parce que si, avec les données que nous avons, on peut appliquer ces formules, ces règles, et les algorithmes apprennent, donc ils peuvent raisonner. OK? Je peux être comme les humains, ils peuvent raisonner jusqu'à certains points. OK? Euh, bon, on sait très bien que les algorithmes d'apprentissage machine, d'apprentissage profond, ils ont vraiment montré une capacité très forte. Je commence avec Transformator ou Transformers en anglais. Donc, Transformers ont été créés pour une limitation pour les autres réseaux neuronal recurrent, RNN. Lorsque nous, on voudrait traiter les séquences de données longues. OK, longues. Donc, les transformateurs sont des modèles qui utilisent des mécanismes d'auto-attention. C'est ça qui a vraiment révolutionné le deep learning en grande partie, parce que ça permet de traiter les données séquentielles. OK. Maintenant, le problème qui était, moi je parle de 2017, une complexité conceptuelle au n à la puissance de 2, donc par rapport à la longueur de séquence. OK. Donc, cela limitait les applications pratiques dans le domaine qui nécessite l'analyse des documents ou des séquences longues. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que je suis en train de vous dire pourquoi on a choisi BigBird. On pouvait choisir d'autres systèmes, mais BigBird, c'était un des modèles qui est capable de traiter les séquences longues. OK, on va voir pourquoi, parce que dans les algorithmes qu'on va voir, dans les données qu'on va voir dans les cas appliqués, vous allez voir qu'on utilise les séquences des données trop longues, beaucoup longues. Donc, on a choisi BigBird, mais cette façon à faire, ça peut être intégré dans n'importe quel deep learning. Ben, si vous voulez aussi, je peux même vous montrer quelque chose de très simple, qui est très rapide pour les données comme par exemple M. Pearl il a utilisé. OK. Attention, BigBird. Dans BigBird, qu'est-ce qu'ils ont suggéré pour régler le problème de complexité computationnelle? Bon, ils ont euh, suggéré trois types d'attention dans cette architecture de Big Bird. Un, c'est global. Deuxième, c'est l'attention phonète glissant et l'attention aléatoire. Donc, je vous le montre ici. Vous voyez, le global, ça c'est notre séquence.
Nous avons le global, l'attention globale ici. Et par la suite, la fenêtre glissante, c'est ici, vous voyez, c'est plus petite. Et par la suite, il y a aléatoire aussi, attention aléatoire. OK, random. Donc, si on met les trois ensemble, vous voyez ici, nous avons aléatoire, glissant, fenêtre glissant, et l'attention globale. Si on met les trois ensemble, ça devient Big Bird. OK. Encore désolé, parce que je ne voulais pas trop rentrer, je ne peux pas rentrer trop là-dedans. Donc, je l'explique très rapidement avec un exemple dans Big Bird. Imaginons cet exemple. Hier, dans la belle ville de Montréal, j'ai pris un merveilleux dîner dans un petit bistrot que mon ami m'avait recommandé, qui était connu pour sa cuisine et son ambiance chaleureuse. OK. Si on parle d'attention globale, donc le Big Bird pourrait se concentrer sur le mot dîner si nous essayons de comprendre l'événement central de cette phrase. OK? Pour la fenêtre glissante, Big Bird il peut se concentrer sur un petit bistrot pour le contexte local entourant le bistrot. OK? Et pour attention aléatoire, il peut se concentrer sur Montréal et cuisine. Même s'ils sont très loin, mais il est capable d'aller chercher et regarder ces mots. OK? C'est ça le système d'attention qui permet à le faire. OK? Cela, ce qu'il a fait, c'est vraiment, il a réduit la complexité à ON, à la place de N2. OK? Encore très rapidement, je parlais de ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Maintenant, comment on a amené le règle floue, le logique flou dans ce contexte, dans Deep Learning, OK? Le Big Bird, par exemple. Euh, La première chose, ce qu'on va voir en fait dans les exemples, c'est que le premier problème qu'on a dû résoudre, c'est le Big Bird, ça a été fait pour le traitement de langage naturel, n'est-ce pas? Donc, première chose qu'on doit faire, on doit utiliser par exemple les tokenizers, si certains d'entre vous qui connaissent, pour vraiment créer un couche embedding pour qu'ils puissent accepter les données avec les colons, OK, à la place juste de simple texte. Par la suite, on a pris ces données embedding, on a donné un encodeur, l'encodeur de Big Bird, et c'est ici que la partie logique flux commence. Donc, premièrement, une chose, lorsqu'on on travaille avec logique flux et nous avons les données, bon, soit il faut qu'il y ait un expert qui nous dise, écoute, ça c'est par exemple l'intervalle de low, ça c'est l'intervalle medium, ça c'est l'intervalle high. OK? Euh, mais il y a un algorithme, fuzzy seaming algorithme. Donc, celui-là, c'est un algorithme de clustering. Ce qui fait que lui, il nous donne automatiquement, pour n'importe quelle donnée qu'on lui donne, les catégories floues données. OK? Donc, on utilise ça, fcmin. Par la suite, on fait la falsification. OK? Logique floue, la falsification de logique floue. Une fois qu'on a fait ça, les données sont maintenant falsifiées. OK? Et c'est à ce moment-là qu'on utilise l'engin de règles floues, OK, ou probabilistic fuzzy logic. Et nous, ce qu'on fait, on insère ces règles. Je vous ai amené les règles pour que ça soit vraiment simple, OK? Le minimum. Donc, le minimum de 1 moins A, ici, c'est A, c'est quoi? C'est vraiment le degré d'appartenance qu'on a parlé, low, medium, high. OK? Et à chaque fois, on applique ces règles, toutes ces règles. Euh, Ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 40, n'importe quel type de règle. Et par la suite, on fait une défalsification. Et en même temps, le Big Bird, il calcule la fonction loss à chaque époque, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on fait, on divise la variation de toutes ces règles qu'on a appliquées à chaque colon et on le divise par la valeur qu'on a trouvée par le loss. Donc, chaque époque, on fait ça. Pourquoi on fait ça? Parce que ça, lorsqu'on a toutes les règles, on calcule la variance de toutes les règles, ce qui fait qu'il, quelque part, il est en train de voir, parce que lorsqu'on fait 1 moins 1, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est vraiment en train d'appliquer le do que je vous ai expliqué au début. OK? Mais dans le contexte de flou. Donc, cette variance, en fait, le loss divisé par la variance, ça nous donne, euh, c'est quoi, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans l'absence de A? Qu'est-ce qui arrive à B? N'est-ce pas? Donc, on est en train de calculer toutes ces variances, ce qui fait qu'il peut nous dire les causes, encore, je dis c'est important, possibles, causes possibles.
Parce que ça peut être aussi les corrélations. Mais euh, en grande partie, en fait, ce que nous a donné ces règles, en fait, ces variances en le divisant à chaque étape, ça donne les causes possibles. Nous a donné des causes, on va le voir des exemples concrets. OK? Donc, cette, hum, cette cercle, ça continue. OK? Pour chaque époque, on calcule, on fait, on met la valeur, par exemple, minimum, euh, euh, small, high, medium, on le calcule et on fait la division pour chaque époque. Et finalement, en fait, en même temps, parce qu'on sait que dans Big Bird, il envoie la loss pour les deux, encodeur et décodeur. Et à la fin, nous avons quelque chose, un tableau dans lequel il y a des causes possibles. OK? Pour vous donner quelques exemples, OK? Ce qu'on voit ici, c'est un exemple qu'on a commencé avec des psychiatres de l'hôpital Trois-Rivières et le psychiatre de l'Université de Québec, OK, l'Université de Laval à Québec. Dans celui-là, le but premier, c'était que, OK, le problème ici, pourquoi on utilise l'électrochoc? Il y a des gens qui souffrent de la dépression. OK? Euh, Lorsque les médicaments, ça ne fonctionne pas, les psychiatres, ils appliquent l'électrochoc. OK? Mais le problème avec ça, c'est que les psychiatres, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut appliquer pour le patient. Donc, ils commencent avec une valeur aléatoire, après ils montent, ils descendent. Et le problème, c'est qu'il y a une patiente qui peut venir 20 fois, 25 séances d'électrochoc et on ne sait pas et on ne trouve pas une bonne choc pour l'aider, c'est-à-dire aider pour la dépression. Il y a des gens qui fonctionnent, il y a des gens qui ne fonctionnent pas. Donc, et, il y a des problèmes comme les patients, ils perdent leur mémoire, c'est très difficile. Donc, ce qu'on a fait tout d'abord avec une version, parce que vous voyez ici, je vous ai mis ça, avec une version précédente, on a utilisé juste autoencoder, OK? Pour détecter si le succès et les échecs selon certains critères pour les psychiatres. Et on a réussi avec 95 ou quelque chose comme ça, et ils étaient contents. Mais on est allé avec Big Bird, on a utilisé la même règle. Avec Big Bird, ce qu'on a fait, on a utilisé seulement à partir des pré-chocs, on a prédit l- la cause en fait, j'utilise la cause, mais ok, il faut que je l'explique après à la fin si on a le temps. Donc, qu'est-ce qui fait que euh, il faut appliquer, par exemple, un voltage de 40 pour que l'électrochoc, ça fonctionne bien pour une patiente. OK? Donc, ça, c'était la première. Deuxième, c'est en train en fait, bientôt, ça va sortir. Ce travail maintenant, c'est plus. C'était pour glioblastoma. Ça, c'est des données de cancer. Et cette base de données, il y a plus que 1300 colons, OK, colons, et avec seulement 184 lignes. Donc, ce qu'on appelle, si vous demandez les gens qui travaillent dans ce domaine, ils vont dire, bah oui, ça, c'est une complexité, le curse de dimensionality. Donc, et ce qu'ils font, ils utilisent les méthodes statistiques, apprentissage machine pour supprimer les colons avant qu'ils puissent appliquer les modèles causaux. Mais nous, exactement ce que je viens de vous expliquer avec Big Bird, on a utilisé toutes les données et pour la première fois, sans faire d'autres traitements, on a obtenu le dernier résultat, en fait, de 2023, qu'ils ont utilisé. En fait, ça, ce travail est en collaboration avec l'Université de Moncton et euh, Colorado. OK? Donc, ça, c'est le pouvoir. Mais OK, ça a pris un mois avant qu'on ait la réponse. Donc, computationnellement, c'est gros. Dans la troisième on n'a pas publié, c'était Aerodeftek. Aerodeftek, c'est une compagnie aéronautique au Québec, le troisième, je pense, dans le monde entier, si je ne me trompe pas. Et où ils avaient des problèmes. Et nous aussi, exactement la même chose que je vous ai expliqué, avec différents types de euh, base de données qui n'était pas connectée parce que vous savez, dans des grandes usines comme ça, il y a plein de données. Nous, ce qu'on a fait, on a appliqué encore les données et on a trouvé les causes de leurs problèmes. Encore désolé, je voulais parler, c'était quoi? Donc, comme vous le voyez ici, je vous ai expliqué trois, euh,
projets différents dans lesquels, en fait, il y a le quatrième aussi qui va sortir bientôt, qui sont vraiment différents, mais on a utilisé le même modèle on n'a pas changé vraiment. C'est la même règle, c'est la même architecture et on obtient le même résultat. Je pense qu'avec cette étape, on est allé un tout petit peu vers la causalité dans le deep learning. Euh, ok. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, je finis si vous avez des questions. Merci. Alors, peut-être que tu pourrais couper le PPT. Voilà. Ok. Vous voulez que je ça? Peut-être pouvoir afficher les têtes aussi. Voici. Merci beaucoup. Merci à vous. On est ouvert pour les questions et déjà Mounir est là. Bon- Mounir. Bonjour, Monir. Allez, Youssef. Ça va bien? Ça marche. Je suis vraiment content de voir qu'il y a des gens qui m'écoutent de temps en temps. Euh, j'ai vraiment deux questions de fond, en fait. Mhm. Euh, la première, c'est la logique floue, en fait, a été introduite comme alternative à la théorie des probabilités. Et la raison principale, c'était que en théorie des probabilités, on a un méchant problème entre la valeur d'une probabilité a priori et sa valeur a posteriori. Bon, ça, tu le sais très bien. Si je dis moi que, je sais pas moi, en fait, j'utilise souvent cet exemple. Si la probabilité de sortir d'un immeuble de l'UQAM est de 1 sur 1 million, pour se faire frapper par une voiture, en fait, une fois qu'on est dans la rue, on va soit être frappé, soit pas être frappé. Donc, le 1 million, en fait, a posteriori, ça devient une certitude ou bien un non-événement, c'est-à-dire probabilité de 1 ou de 0, alors qu'avant, c'était une probabilité de 1 million. Et la logique floue, en fait, comme tu le dis très bien, elle évite ce problème, elle l'a pas. Parce que les degrés de vérité ou d'appartenance, ils changent pas a priori ou a posteriori, ils demeurent toujours les mêmes. Euh, Alors, ma première question, en fait, c'est, je suis surpris, en fait, que quelqu'un, finalement, pense à mélanger la logique floue et les probabilités. C'est un peu comme si on essayait, en tout cas, l'impression que j'ai, moi, c'est qu'on essaie de mélanger de l'eau avec de l'huile. Alors, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut gagner de ça? Je pose la question parce que, évidemment, la communauté floue, ou en tout cas qui fait de la recherche sur la logique floue, ça fait très longtemps qu'ils ont constaté les problèmes que tu soulèves à un moment donné. Mais eux, ils les ont résolus en créant en fait une logique floue de niveau 2. Ils ont écouté, il n'y a pas que les règles qui sont floues, il y a aussi les fonctions d'appartenance qui peuvent être floues. Et donc, on va essayer de faire un système qui s'attaque aux deux. Alors, euh, bon, il s'est avéré que la logique floue de niveau 2 est pas mal plus compliquée que la logique floue de niveau 1. Donc, quand on rend les degrés d'appartenance eux-mêmes flous, la lumière s'éteint assez vite. Mais quand même, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Donc, ma question, c'est finalement, c'est quoi la motivation d'essayer d'hybrider les probas avec la logique floue? Et deux, en quoi ça se compare finalement avec les approches de logique floue de niveau 2. Voilà. Excellent. Alors, Excellent. en passant, je ne connais pas la réponse à la deuxième, hein. La première, j'ai une opinion, mais Excellent. allons-y. OK. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir assisté ce que je viens de présenter. C'est très gentil. Et merci beaucoup pour la réponse. En fait, premièrement, nous, ce qu'on est allé faire, on est allé vraiment faire ce que tu viens de dire.
parce que moi, je voyais des problèmes avec, je ne suis pas rentré ici là-dedans, je voyais des problèmes avec le raisonnement causal que M. Pearl ou les gens qui sont dans le, le laboratoire Max Planck, si je ne me trompe pas, en Germanie, en Allemagne, qui ont discuté. Donc, certains problèmes, en fait, avec Serge, on a montré vraiment le problème fondamental de causalité qui se pose lorsqu'on utilise juste les approches probabilistes. Parce que M. Pearl, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise DAG, il utilise modèle probabiliste et d'autres choses, c'est comme chaîne de Markov, en fait, la règle de Markov pour faire la séparation entre les noms et finalement, il calcule quelque chose. Et ça, on a montré vraiment qu'il y a un gros problème. Mais comment on peut résoudre ce problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider? C'est pour ça qu'on est allé vers logique floue. OK? Et maintenant qu'on est arrivé à logique floue, mais on voit que logique floue, ce que tu viens de dire exactement, il y a un problème avec la probabilité. Et on est allé chercher dans toute la littérature et on voit vraiment exactement ce que tu viens de dire avec le petit exemple que j'ai donné. Il y a un gros problème avec même logique floue numéro 2, en fait, l'échelle 2 que tu viens de dire très brièvement. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on a essayé de mettre les deux ensemble pour pouvoir aller vraiment prouver que euh, le raisonnement causal ou l'inférence causale est beaucoup plus précise et beaucoup plus mieux peut être acquérir avec les deux approches. Tu vois? Donc, le problème, c'était ça. Moi je suis pas logicien pour aller en fait, travailler là-dedans. Mais le but, vraiment, c'est d'aller un peu plus en détail avec pour l'inférence causale. Et comme on est face à différents types de projets, comme je viens de dire, donc il y a des données, il y a des distributions discrètes, continues. Il fallait quelque chose qui peut vraiment tout couvrir. OK? Moi, je ne peux pas amener un modèle travaille, qui fait juste une chose. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vraiment creuser cette partie et venir avec un nouveau, si je peux dire, une nouvelle formule pour euh, logique flux probabiliste. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'était ça là. Bah, en fait, mon problème, c'est que essentiellement, au départ, il y a une tentative de fluifier un système d'inférence, et on est toujours dans le domaine de la causalité, Oui, même si elle est floue. Ensuite, là, si j'ai bien compris, vous avez constaté qu'il y a un problème avec les degrés d'appartenance parce que ils sont pas certains. Et donc, ayant constaté qu'ils sont pas certains, ben, évidemment, le mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de gérer ce manque de certitude. oui, Et ça, c'est ce qu'on fait traditionnellement avec des probabilités. exactement. Sauf que j'ai l'impression que en faisant ça, vous vous êtes revenu à votre point de départ. Vous avez juste déplacé le problème. Au départ, le problème est au niveau des probabilités elles-mêmes que vous avez fluifié. Maintenant, vous avez pris un élément du modèle flou et vous l'avez probabilisé. Et en tout cas, bon, je présume que la preuve est dans le gâteau, comme disent les Américains. Donc, si vous avez obtenu des résultats, ça veut dire que ce formalisme a l'air de fonctionner quelque part. Exact. C'est juste, Mais excuse-moi de t'interrompre. oui, Euh, je ne suis pas allé dans CERF parce que cette modèle, c'est l'université qui a demandé pour faire une patente. ok. C'est ça que j'ai dit Mais, je pouvais pas aller à plus montrer certains. Il fallait que je les enlève. mais est-ce que tu n'as pas été dans, comment dire, bon, à un moment donné, par exemple, quand tu parlais des différents Mhm, types de normes qu'on peut utiliser, mhm. ça, c'est un débat qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et peut-être que en allant chercher une nouvelle norme ou une combinaison de normes ou des choses comme ça, on peut peut-être contribuer de nouvelles connaissances. Mais comme je le disais, la communauté, en fait, un des gourous d'ailleurs, c'était un prof à l'époque qui était à l'Université de Toronto, Jerry Mendel, et qui maintenant, je crois, il est en Californie, à moins qu'il soit à la retraite. En tout cas, ces gens-là, eux, avaient inventé donc la logique floue de niveau 2. Est-ce que vous avez considéré cela pour essayer de régler le problème que vous avez rencontré? Euh, Ou
L'idée était simplement écoute, on va y aller avec une approche fréquentiste et finalement revenir à une notion de probabilité pour un élément du modèle au moins. En fait, pour dire la vérité, je ne me souviens pas exactement, mais on a vraiment essayé plusieurs modèles probabilistes. C'est pour ça que je vous ai donné un exemple. On a essayé, vraiment, ça ne fonctionne pas. On trouvait avec toutes les approches qu'on a essayées, vraiment, on a trouvé que dans les cas ou dans différents exemples, ça dépasse un lorsqu'on fait le probabilistic fuzzy logic. Et c'est pour ça on était obligé d'aller chercher quelque chose à nous. Oui, Euh, C'était ça l'histoire. Ouais. ok, merci. Ouais. Bon, merci à toi. Gentil. Serge Robert, est-ce que tu dis Ah. quelque chose pour vérifier qu'on t'entend bien? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Parfait. Merci, Youssef, d'avoir présenté ce beau travail, d'une part, que tu avais fait avec moi au début et que tu as Ouais. continué sans moi avec le deep learning et des choses que tu connais beaucoup mieux que moi. Et merci aussi à Mounir pour votre interaction que vous venez d'avoir. Je pense que en discutant ensemble, vous arrivez à voir la pertinence on arrive avec les réponses que Youssef a données, à voir la pertinence de faire intervenir la probabilité en la combinant avec la logique floue. Cela dit, nous n'avons pas considéré la logique floue de deuxième niveau. À mesure où Mounir en a dit un mot, ça complexifie beaucoup les calculs et donc les règles qu'il faudrait implémenter dans le programme. Mais cela dit, il m'apparaît tout à fait intéressant, ma réaction à ce que vient de dire Mounir, c'est qu'il pourrait apparaître tout à fait intéressant d'essayer quand même de faire cette combinaison entre probabilité et logique floue de niveau 2. Est-ce que ça va faire en sorte que ça va gagner en précision sur ce que nous avons fait? Ça, il faudrait voir, mais disons que Mounir me donne le goût de l'essayer. Et je pense que ce qui est important de voir, c'est ce que Youssef disait, commencer à le montrer bien, que ce que nous avons fait est différent de passer par la logique floue de niveau 2. C'est-à-dire que plutôt que de dire comme Mounir l'a bien expliqué, la probabilité, le problème qu'elle pose, c'est que quand elle est a priori et qu'ensuite l'événement arrive et qu'on passe à la posteriori, il n'y a plus de probabilité. Je me fais frapper par l'automobile ou je ne me fais pas frapper par l'automobile dans la rue. Et tout ça est lié au fait qu'on est dans une situation où toute la théorie de la probabilité est basée sur la probabilité conditionnelle. Ça veut dire que, étant donné qu'il se passe tel événement, quelle est la mesure de probabilité qu'arrive l'autre événement après? Et donc, à ce moment-là, en fluifiant, on fait en sorte qu'on arrive à un degré de précision plus élevé tout en maintenant la probabilité. Alors que la codification de niveau 2, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait du flou sur le flou et elle élimine la notion de probabilité. Dans ce que nous avons eu comme hypothèse, c'est que la probabilité maintenait sa pertinence, mais à la condition d'être fluifiée. Alors voilà, je ne sais pas si je contribue au débat, mais on pourra, Youssef, essayer ça, Ouais. combiner probabilité et logique floue de niveau 2. Ouais, mais déjà, c'est pas mal complexe. Oui, oui, Bien mais sûr, on peut le faire. Ouais. on pourra essayer. Ouais. Je Ouais. pourrais essayer un Merci peu de beaucoup mon pour. côté, puis je te dirai ce que ça donne. Ouais, c'est excellent. Ce serait vraiment aimable de ta part. Oui. Moi, je Merci suis beaucoup. pris parce que j'ai mis l'épingle, je ne sais pas comment désépingler Serge. En haut à droite, quand vous bougez, il devrait apparaître. Oui, il faut retourner en haut à droite dans la fichier, on devrait être capable de reprendre le choix. Ah non, attends, vous avez l'épingle là, directement sur la caméra gauche. Oui, il faut me désépingler maintenant. Je trouve pas. En haut à gauche, proche d'enregistrement, c'est écrit supprimer l'épingle quand vous passez votre curseur dans le screen de la caméra en soi. Faire. Entre-temps, est-ce qu'il y a des questions ici ou Ah, je pensais que c'est... OK, d'accord. Toi, dans l'audience,
ici. J'ai vos questions. Alors, vous êtes plein de ne pas avoir eu l'occasion de poser vos questions. Posez vos questions, elles sont là. Je sais que vous avez des questions. Vas-y. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Moi, je voulais essayer de faire le lien avec l'interprétabilité, parce que à la base, on sait que le flou offre cette interprétabilité plus que tout ce qui est connexionniste. Mais si on prend l'hypothèse que dans l'exemple que vous avez montré, le causal fuzzy Big Bird, c'est que vous ajoutez le deep learning à la solution, à la logique floue, en sachant que peut-être avec l'hypothèse que le deep learning offre moins de raisonnement que la logique floue et offre moins d'interprétabilité que la logique floue. Ma question, c'est si on prend des scénarios, j'ai l'interprétabilité au niveau du flou, donc je vais ajouter la probabilité. Est-ce que ça va impacter l'interprétabilité que j'avais déjà dans le flou? Et deuxième scénario, je vais ajouter tout ce qui est causalité dans votre exemple. Et troisièmement, je vais ajouter le deep learning, même si dans la question du professeur Mounir, on voit que ça donne moins de précision. Mais est-ce que quand même on garde un équilibre entre la robustesse du système? On dit robustesse, je veux dire le fait de généraliser, on le voit dans la question où est-ce que vous êtes allé essayer le modèle dans différents domaines et ça a fonctionné. Et on peut dire que peut-être même ça a donné un équilibre entre tout ce qui est précision, robustesse et interprétabilité. Fait que je reviens à ma question, c'est par rapport à l'interprétabilité dans ces contextes-là. Est-ce que je perds quelque chose avec le deep learning? Est-ce que c'est le contraire? Euh, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais euh, je dirais, OK, pourquoi on a utilisé Deep Learning? Parce qu'avec la seule règle floue, on ne peut pas apprendre. Mais Deep Learning, il peut apprendre, mais il ne peut pas raisonner. À mon avis, en fait. Moi, je dirais Deep Learning, ils ne font pas le raisonnement. Ben, je veux dire le raisonnement causal. Il fait d'un certain, parce qu'il y a des gens qui sont pour et d'accord, pour et contre. Donc, ce qu'on a fait, la raison pour laquelle on a ajouté ces règles dans Deep Learning, on voulait avoir raisonnement et en même temps apprentissage. OK? Donc, c'est comme ils se sont ajoutés ensemble. Mais si on, ce que nous, on a fait, on a essayé juste d'aller avec les règles, c'est-à-dire, par exemple, un règle, deux règles. Nous, on a constaté qu'en utilisant juste de certaines règles, on peut pas avoir ce qu'on cherche, c'est comme trouver les causes des événements et des problèmes. C'est pour ça que je vous ai dit, on a utilisé plus que 10-15 règles, OK, à chaque fois qu'on l'applique, pour que ça devienne plus générique. C'est-à-dire que pour chaque règle, qu'est-ce qu'il montre? Est-ce que si la petite, avec le high, qu'est-ce qui se passe dans le résultat? Si j'ai medium avec high, qu'est-ce qu'il arrive au résultat? Donc, ces règles, c'est pour vraiment généraliser de ce qu'il peut arriver lorsqu'on applique le raisonnement dans nos données. Euh, euh, donc, quelque part, moi, je pense qu'avec ce qu'on a trouvé, on pourrait expliquer l'interprétation de comment on est en train de raisonner. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé les règles. Et vraiment, le deep learning, c'est pour apprentissage, c'est pour qu'il apprenne les choses, en fait, les paramètres, plus que ça. Je ne sais pas si j'ai bien compris, j'ai répondu. Donc, plutôt, oui, allez-y. L'autre question d'ici, ou de lointain. Et se peut-il que tu n'as pas d'intervention? Alors, avec ça, je crois que alors, je te remercie beaucoup, Youssef, d'être venu, soi-disant venu. Et puis, merci à tout le monde. Et je vais lever la